Le système en Europe veut que chaque famille aille leur médecin de famille, de telle sorte que c'est une condition sociale. C'est comme ça que les familles ont leur médecin de famille. Et lorsque la prise de sang que j'avais fait la veille, le médecin de famille vient à mon domicile. Bon, c'est pas tout le temps que les médecins de famille partent au domicile de leurs patients, hein. Mais sa présence m'a un peu surpris. Et il me demande qu'il veut me parler seul à seul. L'endroit pour être seul à seul, c'était ma cuisine. C'est comme ça que nous sommes orientés vers ma cuisine. Et arrivé, il m'a fait m'asseoir. À peine s'il ne m'a même pas donné un verre d'eau tellement je le voyais un peu paniqué. Et devant toute cette attitude, je lui demande, mais docteur, qu'est-ce qui se passe? Les enfants ont eu un souci puisque les enfants allaient au centre aéré à l'époque. Est-ce qu'ils ont eu un souci? Qu'est-ce qui se passe? Parce que là, vous m'inquiétez. Donc le médecin, ne sachant pas trop quoi me dire, finalement j'ai vu comment il a pris son courage à deux mains. Et il me parle en commençant par: nous ne sommes pas malheureusement toujours des porteurs de bonnes nouvelles. Vous vous souvenez que hier vous avez manifesté l'envie de vous faire un bilan de santé, y compris une prise de sang pour vérifier votre situation par rapport à la maladie du séropositivité. Je dis oui, médecin, bien sûr, c'était hier. Il me dit, le laboratoire nous a appelés parce qu'ils ont décelé sur votre examen que vous étiez porteur de sérologie HIV. Le médecin me dit ça, je pense que je n'entends pas, j'entends ça entendre, progressivement. Je sens que vraiment je deviens un peu comme folle. Dans l'intervalle du moment où il me dit, je lui fais répéter au moins 4 fois. Et je lui laisse à ma cuisine, je vais dans ma chambre, j'amène tous mes albums photos de mariage, puisqu'en matière de photos, j'en avais fait toute une panoplie. J'en avais fait toute une panoplie, reconnaissant que j'étais toujours dans l'exagération. Par rapport à ces relations qui se révéleraient à moi 8 ans plus tard, dans quoi on m'avait mise. J'étais toujours dans l'exagération. J'allais au Cameroun, partant de la France pour le Cameroun, à des nombres de fois pas possibles, alors même que je travaillais. Je fais mes albums photos de mariage, j'en fais alors près d'une dizaine. Parce que je rêve que le mariage, telle personne a droit aux albums, telle personne a droit aux albums. Pratiquement tous les invités à notre mariage devaient avoir droit aux albums photos de notre mariage. Voyez-vous à quel point je dépensais sans compter et j'étais pratiquement au 20e ciel. Bref, me voilà qui me dirige dans la chambre et que j'amène donc mes albums photos de mariage. Je me mets à dire au médecin, vous voyez que je viens de me marier, vous voyez que ma bague brille encore de 1000 feux sur le doigt, au doigt là, vous voyez. Et vous venez me dire que quoi? Ne racontez pas, ne me dites pas des bêtises pour une maladie qui n'appartient qu'aux inconscients, aux gens qui ont une sexualité dépravée. Et vous venez me dire que quoi? Moi je suis une femme mariée. Je suis une femme mariée. Je porte le nom de mon époux. Vous adressez à Madame Tania Nounou. Vous adressez à Madame Tania Nounou. Vous m'adressez que je suis VIH. Ça va pas? Ça va pas?
je fais comme ça, je me lève, je cravate le médecin. Hein. Je le cravate, hein, le pauvre. Hein. Le pauvre a passé 3/4 d'heure chez moi, compliqué pour lui. Compliqué, vraiment compliqué pour lui. Parce que j'étais dans un très sale état. Puisque j'étais partie du Cameroun, sachant que j'étais enceinte. Sauf que j'arrive ici, un mois après, j'ai ma menstruation. Et quand je dis à mon époux que j'ai la menstruation, lui et moi, on pleure au téléphone parce qu'on a considéré que c'était une fausse couche. Et 6 mois après, le médecin vient à mon domicile m'annoncer que mes examens ont défini que je suis HIV. Ça ne va pas. J'étais dans un état second. J'ai pété les plombs comme il n'est pas possible. Je me suis mise à agresser le médecin. Le pauvre n'en pouvait plus. Et en fin de compte, il a réussi à me tranquilliser pour ensuite me convenir un rendez-vous à l'hôpital Léanec de Creil. Le médecin me convient un rendez-vous à l'hôpital Léanec de Creil dans 3 jours. Nous étions mardi, donc je devais aller à cet examen le jeudi, dans 2 jours. Une fois que le médecin est parti, je me dirige dans ma chambre. Je prends le téléphone pour annoncer l'extraordinaire nouvelle à mon époux. Je prends le téléphone pour la première fois depuis 2 ans que je marche dans le cadre de cette relation et que le plus souvent je passe mon temps au téléphone avec lui, avec mon fiancé avant qu'il ne devienne mon époux. Je prends le téléphone pour lui annoncer la terrible nouvelle que je viens d'être informée par mon médecin. Sauf que j'ai pas eu le courage. J'ai pas eu le courage. J'étais mal en point. Vraiment, comme cette famille de Nono, Nazaire, Tania et compagnie là. Comme ils étaient entrés dans ma vie pour me tuer, ce jour, ils ont réussi leur coup. Pourquoi? Parce que ce jour-là, je vous jure sur la tête de mon père, ce jour-là, je suis allée à la gare de Creil pour me donner la mort. Une amie m'a sauvé, auquel je lui ai même baptisé Ange. Une amie m'a sauvé parce que j'allais à la gare de Creil me jeter sur le passage à niveau. Une amie m'a sauvé de justesse. Jusque lorsque le train entrait en gare, elle m'a vu au ras-bord de passage à niveau. Elle m'a tenu pour me dire, qu'est-ce que tu fais là? Tu vois pas que le train arrive? Ne se doutant pas que j'étais en train de vouloir me suicider. Mais quand elle m'a vu me tourner, qu'elle a vu que j'avais les yeux complètement rouges de pleurs, de larmes, puisque à l'intervalle de quand le médecin m'a annoncé cette nouvelle les plus inattendues, et le moment où je suis allée pour me suicider à la gare de Creil, il s'est passé à peu près 3 heures de temps. Donc j'avais eu largement les 3 heures de temps à pleurer de tous les yeux, les larmes de ma tête. Et Ange me voit avec les yeux, mais tout beurré de larmes comme il n'est pas possible. Elle m'amène chez elle. J'ouvre ma bouche pour lui faire part de ce que je viens d'apprendre par le médecin. J'ouvre ma bouche. Pour une fois, j'ai manqué quoi dire. Pour une fois, parce que ce n'est pas dans ma nature de ne pas dire ce que je pense. Mon péché mignon, c'est que je dis ce que je pense. Mais ce jour-là, je n'ai pas été capable de dire ce que le médecin venait de m'informer, étant venu à mon domicile pour l'informer. Et Ange a réussi à me calmer. Je suis repartie de chez Ange et je me suis arrêtée chez une autre amie.
celle chez qui peut-être la confidence serait plus facile à aborder. Et cette amie, j'arrive chez elle, j'étais allée plutôt à son lieu de travail. J'arrive à son bureau, elle s'est absentée. Donc en fin de compte, ce mardi, nous étions au mois de, je crois, de novembre. Ce mardi du mois de novembre 2002. J'ai fait le tour à l'intervalle du moment où le médecin m'a fait part de l'extraordinaire nouvelle et je suis revenu me crisper dans mon lit pour attendre le lever du jour. La nuit fut indéfinie. Le lever du jour, je prends mon train, je m'avais rencontré mon fils qui soutenait sa thèse à Metz. Mon fils me voit très surpris puisqu'il ne m'attendait pas. Et je lui dis que il faut que je le parle seul à seul. On s'est éloigné et je lui ai fait part de l'extraordinaire nouvelle que le médecin venait de m'annoncer la veille. J'ai fait part de l'extraordinaire nouvelle à mon fils parce qu'il me fallait sortir cela de moi. Et mon fils, sachant que c'était la personne qui pouvait me comprendre, qu'est-ce qu'il pouvait faire d'autre chose que de me prendre dans ses bras? Mon fils m'a pris dans ses bras parce que mon fils faisait partie de mes enfants qui m'avaient beaucoup soutenu dans cette relation à la conquête d'un époux. À la conquête d'un époux, ma famille était divisée en deux. Il y avait une partie de ma famille qui ne supportait pas de savoir que je suis en train de me lancer dans une aventure que pour eux, c'est une aventure sans aucune garantie. Et il y avait une partie de ma famille qui au contraire me soutenait, me disant que si j'ai vraiment besoin d'un époux pour continuer ma vie avec, pourquoi pas, vas-y, tu as notre soutien. Et mon fils faisait partie de cette minorité qui m'encourageait plutôt que de me décourager. Donc quand je lui ai annoncé l'extraordinaire nouvelle, il ne s'en revenait pas. J'ai vu à combien de fois il a retenu ses larmes puisque j'étais déjà de chaudes larmes qu'il ne pouvait pas pleurer pour encore me faire m'effondrer encore davantage. En tant qu'un homme, il a soupiré, il a pris sur lui. Et malheureusement, je ne pouvais pas dormir là-bas à Metz, car comme vous me suivez dans mon témoignage, j'avais déjà pris rendez-vous avec le médecin spécialiste dans le cas dans lequel je venais d'apprendre, à savoir que j'étais désormais porteuse du HIV. J'ai donc parti de Metz